En novembre de 1922, une information sensationnelle faisait la une des journaux britanniques. On a trouvé une sépulture grandiose dans la vallée des rois en Égypte, le tombeau du pharaon Toutankhamon. Cette découverte était unique non seulement à cause de la richesse de ce tombeau, mais aussi parce que le personnage même de Toutankhamon, jusqu'à ce moment-là, était considéré comme une figure mythique. Les informations sur cette personne se limitaient à une paire de sceaux, sur lequel était inscrit son nom, mais sans le titre royal. C'est pourquoi beaucoup de scientifiques ne pensaient pas que Toutankhamon était un roi. Au mieux, c'était simplement un noble. Mais la découverte réalisée en novembre de 1922 a tout changé. L'homme qui a trouvé le tombeau de Toutankhamon est devenu l'égyptologue numéro 1 dans le monde. C'était un archéologue professionnel britannique, Howard Carter. Vers cette époque, il avait déjà travaillé pendant plusieurs années en Égypte, non sans succès comme on le croit. Mais Carter était ambitieux. Il avait l'intention de réaliser quelque chose que personne n'avait réussi. Trouver le sépulcre de Toutankhamon, ni plus ni moins. En 1917, il a rassemblé une expédition et initié des fouilles dans la vallée des rois. Vers cette époque, tous les scientifiques étaient persuadés qu'il n'était plus possible de trouver ici quoi que ce soit de notable. L'archéologue allemand Richard Lepsius affirmait que dans la vallée des rois, il ne restait pas un seul grain de sable qu'on n'aurait pas retourné au moins 3 fois. Vers 1917, les archéologues ne trouvaient ici que des bagatelles sans importance. Carter, en tant que professionnel, en était au courant. Néanmoins, il a entamé les recherches. Aujourd'hui, presque 100 ans passés, certains spécialistes d'antiquités égyptiennes supposent que la trouvaille de Carter, ce n'était pas une découverte grandiose, mais une mystification grandiose. Durant 10 ans, Carter ne s'est pas occupé de rechercher et ensuite d'étudier le tombeau de Toutankhamon, mais de falsifier la découverte. Et ce n'est pas étonnant, car le sépulcre ressemble davantage à une décoration qu'à un tombeau. Certaines circonstances de son travail suscitent toujours beaucoup de questions. La première circonstance. Carter a commencé les fouilles à l'endroit même où plus tard il allait découvrir le tombeau. Mais d'abord, Carter n'y aurait rien trouvé. C'est pourquoi, durant les 5 années suivantes, il a retourné la terre mètre après mètre dans d'autres parcelles de la vallée des rois. En 1922, Carter a décidé de retourner à l'endroit initial et a aussitôt trouvé la sépulture. La deuxième circonstance. Après la découverte du tombeau, Carter n'a pas laissé ses collègues ouvrir les portes scellées et a repoussé sciemment les dates du début des fouilles. Il forçait les membres de l'expédition à étudier les objets déjà trouvés, bien qu'il soit plus commode de le faire dans un laboratoire et non pas sur place. De plus, Carter a ordonné de recouvrir la tombe de terre et d'attendre l'arrivée du sponsor de l'expédition, Lord Carnarvon. Ce comportement est assez étrange pour un archéologue. La troisième circonstance. Quand les archéologues ont à nouveau dégagé le tombeau, ils ont découvert que le passage muré dans le sépulcre avait déjà été 2 fois ouvert et muré à nouveau. La conclusion s'imposait d'elle-même. La tombe avait été visitée 2 fois par des pilleurs, mais quand les membres de l'expédition ont pénétré à l'intérieur, ils y ont vu nombre d'objets, entre autres des bijoux. À ce moment, Carter a pris une décision étrange. Au lieu de continuer l'étude du tombeau, il a à nouveau ordonné de l'enfouir et il est parti au Caire. C'est seulement à la fin de décembre de 1922 qu'on a remonté en surface le premier objet.
Et c'est en février de 1923 que Carter est entré dans la pièce qui contenait le sarcophage du pharaon. Il est apparu que cette pièce remplie d'objets en or n'avait pas subi de pillage non plus. Personne n'a pu expliquer pourquoi les pilleurs qui avaient été dans le tombeau n'avaient rien pris. Pourquoi eux qui avaient été dans la chambre mortuaire n'avaient pas ouvert le sarcophage en bois revêtu d'or? Tous les objets trouvés étaient en excellent état. Les objets en or scintillaient comme s'ils étaient neufs. En 3000 ans, ils n'ont pas perdu leur éclat et n'ont pas été couverts de poussière. Mais ce n'était pas la seule chose étrange. Dans le tombeau, on a trouvé des pièces de monnaie en or mises dans des bourses en cuir. En 3000 ans, ces bourses en cuir auraient dû se décomposer dans tous les cas de figure, mais elles étaient entières. Encore mieux, de nombreux objets comportaient des traces de façonnage avec des outils modernes, notamment de scie. Comme il est connu, il y a 2000 ans, c'était l'âge de bronze. Les Égyptiens ne connaissaient pas le métal. On peut douter et supposer que quelque chose a été fabriqué à l'aide de scie en bronze, mais l'existence d'un tel outil est peu probable. Dans le tombeau, il y avait un char du roi qui ne passait pas l'entrée, alors il a été scié. La quatrième circonstance. Pour des raisons inconnues, un chemin de fer à voie étroite a été posé en direction du tombeau de Toutankhamon. La cinquième circonstance. Étrangement, les travaux dans la tombe ont duré beaucoup trop longtemps, ce qui est inhabituel. Les fouilles ont duré 5 ans. Faut-il autant de temps pour faire l'inventaire des bijoux, des sarcophages et des momies se trouvant sur 80 mètres carrés? La sixième circonstance. Le sépulcre diffère beaucoup des autres tombes situées dans la vallée des rois. Dans toutes les tombes, les plafonds voûtés ont une forme ovale. La chambre mortuaire de Toutankhamon a la forme d'un parallélépipède régulier. Ici, tous les angles sont droits. Un observateur attentif sera aussi étonné par les peintures de la tombe. Sur toutes les photos qu'on peut trouver, la tombe est expressément prise de façon à ce qu'on ait l'impression que les peintures couvrent tous les murs. Probablement parce que c'est de cette façon-là que sont peintes les autres tombes royales. Dans certaines d'entre elles, les peintures ont été faites même sur le plafond. Dans la tombe de Toutankhamon, les peintures ne couvrent que les murs de la chambre mortuaire. L'image principale se trouve directement dans le champ de vision lorsqu'on entre dans la tombe. En revanche, dans les endroits inaccessibles au regard, les peintures sont absentes. On a l'impression que les peintures ont été réalisées spécialement pour les touristes. Ça ne ressemble absolument pas aux autres tombes. Le plus intéressant, c'est que sur de nombreuses photos que l'on peut trouver dans des éditions différentes, la peinture de fond paraît dorée et très ancienne. On voit que beaucoup de fragments ont été détruits ou sont tombés. Mais en réalité, cette peinture est réalisée avec la couleur jaune pour imiter la dorure. Et les fragments qui seraient perdus, ce sont des frottis de couleur marron foncé. Autrement dit, ces peintures ont été initialement réalisées pour imiter l'ancienneté et ne peuvent pas être authentiques. La septième circonstance. Le très mauvais état de la momie trouvée dans la tombe attire l'attention. La dite momie de Toutankhamon s'est conservée beaucoup moins bien que les momies des autres pharaons. La huitième circonstance. Le tombeau de Toutankhamon, c'est le seul tombeau dans la vallée des rois où il est catégoriquement interdit aux touristes non seulement de filmer, mais aussi de photographier. À l'entrée, on prend aux touristes tous les appareils photo et les caméras vidéo. Probablement, la vraie sépulture du pharaon Toutankhamon n'a jamais existé. Ce qu'on appelle les fouilles dans la vallée des rois, que Carter a commencé en automne de 1917, ce n'était qu'une manœuvre pour détourner l'attention.
En réalité, Carter n'a pas cherché le tombeau de Toutankhamon, mais il l'a construit. Mais il a fallu beaucoup de temps pour creuser la tombe et pour la remplir de trésors. C'est pourquoi son expédition a retourné le sable pendant 5 ans dans le désert égyptien. En 5 ans, la falsification des objets a été finie. Mélangés à d'autres artefacts authentiques, ils ont été transportés vers la tombe par le chemin de fer à voie étroite. Quand la sépulture a été remplie, Carter est retourné à cet endroit et a aussitôt trouvé la tombe. On a expliqué le fait que l'entrée avait été ouverte puis à nouveau murée 2 fois par une intrusion de drôles de pilleurs qui ont visité le tombeau et n'ont rien pris. Il est vrai que pour fabriquer une telle quantité d'objets en or, il fallait disposer d'une fortune colossale. Il est peu probable que le sponsor de l'expédition, Lord Carnarvon, ait pu payer tout cela de sa poche. Probablement Carter a été aidé par le gouvernement égyptien. La falsification archéologique s'est transformée en un business hautement lucratif. On ne conserve qu'une petite partie des 10 trésors de Toutankhamon au Caire. La plupart des objets ont été vendus à différents musées du monde pour des montants incroyables. Alors si le gouvernement égyptien avait prêté une certaine somme à Carter, il l'a réencaissée grassement. Sans parler des foules de touristes qui, chaque année, arrivent sur les rives du Nil pour visiter en premier lieu le tombeau de Toutankhamon. Mais pourquoi aucun membre de l'expédition de Carter n'a jamais révélé la falsification? Est-il possible que personne n'ait rien remarqué? Et là, du coup, on se souvient de la dite malédiction du pharaon, qui serait la cause de la mort de nombreux membres de l'expédition de Carter. Lord Carnarvon est décédé en premier. C'est arrivé en 1923. Le lord serait mort à cause d'une septicémie, après s'être coupé en se rasant. Lady Carnarvon l'a suivi peu de temps après, suite à une piqûre de phlébotome. Plus tard, les décès se sont succédés. Ont quitté la vie de façon subite Archibald Reed, qui a radiographié la momie de Toutankhamon, Mace, qui a aidé Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, le secrétaire de Carter, le jeune Lord Westbourne, son père, Lord Westbourne Senior, et le demi-frère de Carnarvon, Aubrey Herbert, qui s'est suicidé. Parmi les membres initiaux de l'expédition, vers 1930, seul Howard Carter est resté en vie. La suite de ces décès a engendré nombre de suppositions. Qu'est-ce qu'on n'a pas avancé comme version? Commençant par le châtiment du ciel des fossoyeurs et finissant par des bactéries pathogènes que les anciens prêtres égyptiens auraient sémées dans la tombe. Aucune des versions émises n'a été confirmée scientifiquement. C'est pourquoi, de nos jours, il est convenu de croire que les décès des archéologues survenus l'un après l'autre, ce n'est qu'une monstrueuse coïncidence. Mais on ne peut pas exclure que les collègues de Carter et Lord Carnarvon aient commencé à douter de l'authenticité des découvertes. C'est pourquoi il a fallu se débarrasser d'eux, car la dite malédiction du pharaon n'a pas concerné tous les membres de l'expédition, mais seulement les personnes qui ont été dans la tombe ou ont travaillé avec la momie du pharaon. Certains membres et scientifiques qui ont travaillé avec Carter et qui n'ont pas été au courant de la falsification ont dû deviner qu'ils n'avaient pas affaire à une sépulture authentique. Ceux qui ont fait l'analyse radiologique de la momie ont deviné en premier. Probablement, les services secrets égyptiens n'avaient pas d'autre choix que se débarrasser d'eux à l'occasion. À mon avis, c'est la seule explication logique possible. Peut-être qu'on pourrait trouver des preuves,
Mais naturellement, pour l'instant, c'est inaccessible. Bien sûr, la version en faveur de meurtre prémédité des membres de l'expédition ne dispose pas de preuves solides. Mais il y a eu trop de coïncidences et de circonstances étranges en lien avec le tombeau de Toutankhamon et avec Carter lui-même, qui a vécu sans souci jusqu'à 1939, où il est mort à l'âge de 65 ans dans son lit de cause naturelle. Quand les archéologues dévoilent leurs découvertes sensationnelles, fabriquées de nos jours, bien que ça puisse paraître étrange, souvent ils apportent des pseudo-confirmations de certaines choses parfaitement mythologiques. La question se pose alors, que devient suite à cela l'histoire? Du coup, des personnages réels, historiques, avoisinent des figures mythiques. Dans ce sens-là, l'égyptologie n'est pas une exception du tout. La contrefaçon des faits historiques a aussi eu lieu dans le passé des pays asiatiques. Par exemple,